Alors, cher Éric Zemmour, vous êtes lancé dans cette aventure politique avant tout pour être élu président de la République. Emmanuel Macron a été réélu pour 5 ans, Marine Le Pen a 89 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas vous, finalement, le grand perdant de cette élection? D'abord, bonsoir. Et merci d'être aussi nombreux. Vous êtes fidèles et moi, je vous suis fidèle. Et j'aime cette ville, d'abord pour sa beauté, évidemment, pour l'enthousiasme des gens, pour les amis que j'ai là au premier rang. Et je pense d'ailleurs qu'on m'aime beaucoup ici, puisque vu mes résultats électoraux, que ce soit pour la présidentielle, pour les législatives, pour la partielle avec Laurence, je pense que nous sommes ici en terrain ami. Et donc, je voulais vous remercier d'abord. Par ailleurs, attaquons tout de suite les questions. Est-ce que je suis le grand perdant? Vous savez, si je ne m'étais pas lancé dans cette campagne, il y aurait eu Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour. C'est ce que nous annonçaient les sondages depuis 5 ans. Et Marine Le Pen aurait perdu. Voilà. Et Emmanuel Macron aurait été réélu. Donc je ne suis pas le grand perdant. Le système politique a fabriqué ce qu'il voulait. Le système médiatique et politique a eu le débat qu'il voulait avec la victoire annoncée d'Emmanuel Macron et ce match inégal, comme me disait Alain Duhamel hier. Je n'en dirai pas plus. Tout le monde a perdu. Marine Le Pen a perdu, je le rappelle, accessoirement. Elle a perdu la présidentielle, elle n'a pas gagné les législatives, contrairement à ce que disent les médias. Elle a 89 députés sans avoir fait campagne, il en faut 289 pour gagner. Je pense d'ailleurs que j'y suis un peu pour quelque chose, car je pense qu'il y a un électorat qui a voté pour moi et qui ensuite a voté pour les candidats du Rassemblement national parce que j'avais invité mes électeurs à se reporter au second tour sur Marine Le Pen, mais passons. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a perdu, il n'était pas au second tour. J'ai perdu. Je vous rappelle quand même que les deux grands partis qui ont dirigé la Ve République depuis 60 ans, le LR, héritier du RPR, et le Parti socialiste, ont fait à eux deux moins que moi, tout seul, qui n'était... Pardon, hein, mais eux, ça faisait 60 ans qu'ils dirigeaient la France. Moi, j'étais à la télévision 3 mois plus tôt. Il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Moi, je veux bien que ça soit une immense déception, parce que ça l'a été pour moi. Mais ça a été une immense déception parce que j'étais monté dans les sondages au second tour à 2 reprises, jusqu'à 18-19%. C'est pour ça que c'est une déception. Sinon, quelqu'un qui fait 7%, qui est 4e à la présidentielle, bah, vous savez... Oui, mais justement, est-ce que vous n'avez pas été déformé par les fameux sondages? Puisque vous avez toujours dit que les sondages, finalement, dirigeaient les élections et que souvent, il fallait s'en méfier. Or, vous y avez manifestement, quand il vous concernait, vous, beaucoup cru. Bah, vous savez, j'ai jamais dit qu'ils étaient fous. J'ai dit que le commentaire médiatique était exclusivement connecté sur les sondages, qu'ils se contentaient de commenter les sondages. Ça pose d'ailleurs un vrai problème aux journalistes, mais je n'en suis plus, donc je m'en moque. Oui, parce que ça limite la capacité d'analyse. Si vous montez dans les sondages, les journalistes diront que vous faites une magnifique campagne. Si vous baissez, ils diront que vous avez tout raté. Mais c'est faux. C'est ça que je dénonçais. C'est le couple sondage-média qui dirige le vote des gens, qui transforme l'élection en, selon le mot naguère de Philippe Séguin, en course des petits chevaux. C'est ça que je disais. Mais je n'ai jamais dit que les sondages étaient faux, qu'ils étaient falsifiés. Je n'ai jamais prétendu tel.
Donc quand ils étaient contre moi, vous savez, quand je baissais, je ne disais pas qu'ils étaient faux. Quand je montais, je ne vais pas dire qu'ils étaient faux. Donc je pense que c'est assez simple. D'ailleurs, on ne va pas s'éterniser sur les sondages, mais vous regardez la courbe des sondages de septembre à avril, et vous verrez exactement ce qui s'est passé dans toute ma campagne. Mais je le raconte dans le livre en détail, on ne va pas passer la soirée là-dessus. Oui, bien sûr, mais justement, on reviendra sur ces retournements qui ont eu lieu pendant la campagne. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est le bloc des mondialistes et le bloc dit des patriotes qui manifestement a gagné cette élection. Or, dans votre livre, vous analysez quelque chose assez peut-être étonnant. Vous dites finalement le clivage droite-gauche est en train de renaître et Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont presque déjà dépassés. Or, ils viennent quand même de gagner les élections sur ces blocs-là. Oui, parce que la vie politique, et ça c'est une découverte que j'ai faite, je ne m'en étais pas rendu compte en tant que journaliste, est lourde. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps pour faire bouger. C'est-à-dire que ce que intellectuellement on peut comprendre rapidement d'une évolution politique que je ne renie pas du tout, mon analyse, je ne la renie pas du tout, il y a des masses électorales, politiques, sociologiques, qui font que ça ralentit le cours de l'histoire. Pour qu'il y ait l'opposition que vous décrivez, mondialiste, patriote, qui est le clivage préféré de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, encore eût-il fallu qu'il y ait des gens de droite et de gauche dans les deux camps. Vous êtes d'accord avec moi? D'abord, je constate que ce clivage favorise toujours le même. C'est toujours Emmanuel Macron qui gagne. On devrait se poser des questions. Deuxièmement, j'aimerais que vous me disiez quelle personnalité de gauche, patriote, a appelé à voter pour la candidate patriote. Si vous m'en trouvez une, vous m'appelez. Madame Le Pen a sollicité M. Montebourg, je crois, candidat autoproclamé patriote républicain. Il a voté pour qui? Il a voté pour le mondialiste Macron. M. Chevènement, candidat patriote républicain en 2002, qui avait théorisé, je m'en souviens bien, j'étais journaliste, les républicains des deux rives. Il a voté pour qui? Pour la proclamée patriote Marine Le Pen? Ou pour le mondialiste Emmanuel Macron? Donc il faut peut-être arrêter avec ces simagrées. J'ai bien compris ce que signifiait ce clivage. J'ai moi-même écrit dans le Figaro, mes lecteurs s'en souviennent, des dizaines de papiers sur le oui à Maastricht et le non à Maastricht, parce que tout vient de là. Mais je pense que ce clivage est complètement transformé aujourd'hui, qu'il est suranné. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a réussi quelque chose d'historiquement inouï et en même temps tragique, criminel, c'est-à-dire qu'il a forgé un peuple islamo-gauchiste, au sens exact des deux termes, puisqu'il a 70% des électeurs musulmans qui ont voté pour lui, et que le reste, ce sont des gauchistes, woke et compagnie, et que à chaque fois dans l'histoire, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots à Versailles, l'héritage s'impose, c'est la gauche qui remet en route le clivage droite-gauche. Donc là, la gauche a réinventé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu, je le raconte, affronter Jean-Luc Mélenchon, la gauche est en train de réinventer le clivage droite-gauche. C'est la gauche, comme d'habitude, qui détermine le socle autour duquel il va se figer. C'est ici, même à Versailles, qu'ils ont inventé le premier clivage droite-gauche autour du roi, puis de la République, puis à la fin du XIXe siècle de la question sociale, puis de la guerre et de la paix dans l'entre-deux-guerres, et aujourd'hui, puis de nouveau la question sociale dans les années 50-60, je vous passe. Je considère qu'aujourd'hui, ils sont en train de réinventer un clivage sur l'identité entre islam et woke, et que donc la droite doit se rassembler
pour défendre l'identité française et se combattre à la fois contre l'islamisation du pays et contre la wokisation, tout le monde a compris maintenant ce mot, je crois, sinon je l'expliquerai volontiers, de notre éducation, de notre enseignement, d'où la création par mois de parents vigilants, etc. etc. Voilà. Ouais, alors, mais face à cette gauche très forte, justement, la droite s'est présentée un peu atomisée pendant cette campagne. Et presque, on pourrait même se poser la question, vous qui avez toujours prêché l'union des droites, est-ce que finalement, en vous invitant dans le jeu au dernier moment, n'avez-vous pas été finalement quelque part aussi un de ces plus grands, en tout cas diviseurs, au moment de la campagne présidentielle? Ce qui vous a aussi été reproché par certains. Vous savez, d'abord, il faut bien comprendre que moi, je suis favorable à une coalition des droites pour s'opposer au bloc central d'Emmanuel Macron et à la gauche qui est en train de reconstituer Jean-Luc Mélenchon. Mais ce n'est pas le diagnostic du tout qui est établi par les autres. Le Rassemblement national ne se veut pas de droite. Il le prouve d'ailleurs jour après jour avec méthode et constance, que ça soit sur les retraites ou quand un de ses élus inaugure une magnifique mosquée dans le Vaucluse. LR refuse de s'allier au Rassemblement national au nom du cordon sanitaire. Il refuse de s'allier à quiconque, d'ailleurs, pour l'instant. C'est peut-être ça, finalement, votre échec. Vous n'avez pas réussi à réunir ces trois courants de la droite. Mais mon cher, il y a autre chose que j'ai appris pendant cette campagne présidentielle. C'est que la politique, c'est uniquement du rapport de force. Si j'avais été au second tour, mais les gens de LR et les gens du RN m'auraient rallié. Comme je ne suis pas arrivé au second tour, le système s'est figé, c'est ce qu'il voulait. C'est pour ça que tout le monde voulait Marine Le Pen au second tour. D'abord, on était tranquille et on était sûr que Macron serait réélu. Et ensuite, parce que ça figeait le jeu. Ça maintenait LR en vie artificielle, puisque personne n'allait avec Marine Le Pen, contrairement à ce qui serait passé avec moi. Et deuxièmement, ça consolidait Marine Le Pen, qui ne supporte pas le moindre adversaire sur sa droite. Alors, pour parler de Marine Le Pen, peut-être aussi que beaucoup de vos électeurs venaient du Rassemblement national, d'ailleurs pouvaient aussi apprécier ou ont pu apprécier Marine Le Pen dans le passé. Et c'est vrai que vous avez malgré tout beaucoup critiqué la campagne de Marine Le Pen. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ça a pu décevoir certains de vos potentiels électeurs? C'est pas vraiment ce qu'ils me disent. Et c'est pas vraiment ce que montrent les chiffres. Vous savez, d'abord, j'explique dans le livre comment et Marine Le Pen et moi avons été pris dans une espèce de primaire malgré nous. Moi, au début, je ne me suis pas présenté en me disant le rival de Marine Le Pen. Je ne viens pas du Rassemblement national ni du Front national. Je ne suis pas un dissident, même si elle a tendance à me traiter comme tel. J'ai ma légitimité propre. Je ne dois rien au Rassemblement national. Par ailleurs, comme journaliste, j'ai plutôt traité le RPR et l'UDF. J'ai écrit plusieurs livres sur Chirac, sur la droite. J'ai aucun sur le Front national ni le Rassemblement national. Je suis d'une famille gaulo-bonapartiste. Mon père, pourtant pied noir, a voté pour le général de Gaulle en 1965. Vous voyez, j'ai connu très bien les gens du RPR. J'étais ami avec Charles Pasqua, avec Philippe Séguin. Donc, si vous voulez, il y a eu un engrenage que j'explique d'ailleurs, en partie dû à des choix médiatiques, idéologiques, et puis à nos tempéraments, il faut bien le dire, et puis au fait que je ne pensais pas que autant d'électeurs du Rassemblement national me rejoindraient aussi vite, puisque si j'en crois les sondages, elle est tombée de 10 points. Mais il n'y a pas eu que des électeurs du Rassemblement national qui m'ont rejoint. Il y a eu aussi beaucoup d'électeurs de François Fillon. Il y a eu même, et en quantité non négligeable, des électeurs d'Emmanuel Macron de 2017.
Emmanuel Macron, d'ailleurs, entre nous, renouvelant ses électeurs lui aussi. C'est compliqué tout ça. Donc, après, c'est la campagne. Je défends ma spécificité, mon originalité, ce que je crois ma supériorité. En plus, avec Marine Le Pen, nous avons un débat de fond, j'allais dire de philosophie politique. Elle pense que la dédiabolisation est la seule voie possible. Moi, je n'y crois pas. Je pense que la dédiabolisation, c'est renoncer à ses idées pour ne plus paraître le diable. Ça, c'est la stratégie de Marine Le Pen. Moi, ma stratégie, c'est convaincre et prendre le temps de convaincre que mes idées ne sont pas diaboliques. C'est un choix. Je ne critique rien. Moi, c'est mon choix. Elle, c'est le sien. Après, nous avons nos routes et chacun choisit ce qui lui correspond le mieux en fonction de son tempérament, de son histoire, de sa psychologie, de ses idées. Voilà. Vous savez, je ne pense pas que mes électeurs qui étaient venus vers moi, ceux qui sont revenus vers Marine Le Pen dans les 15 derniers jours, j'en ai parlé à beaucoup. Ils m'ont jamais dit, parce que j'avais critiqué Marine Le Pen, ils m'ont dit, c'était le vote utile, et Jean-Luc Mélenchon montait, et donc, voilà, c'est tout. Oui, on a un peu le sentiment, d'ailleurs, vous avez agi à un moment donné comme rabatteur des potentielles voix pour Marine Le Pen. Ce que les gens ont apprécié dans votre candidature, c'était une parole libre, et probablement que vous avez, malgré vous, finalement, offert sur un plateau, quand il y a eu le fameux vote utile, des électeurs à Marine Le Pen. Écoutez, non, je ne pense pas. Je pense que les électeurs qui ont voté Marine Le Pen au premier tour, je pense qu'un tiers de ces électeurs ont voté pour le vote utile, donc ça veut dire qu'ils auraient sinon voté pour moi. C'est des gens que j'avais moi-même pris au Rassemblement national. Après, sinon les autres sont allés chez Emmanuel Macron. Alors, dans votre livre, qui est passionnant d'ailleurs, je le dis à tous ceux qui pourraient l'acheter ce soir, absolument passionnant, vous décrivez comment les médias à un moment donné finalement ont aussi joué quelque part dans votre échec. Alors ce qui m'a un peu étonné, parce que vous qui les connaissez bien, vous avez été toujours un peu adoré par les médias pour vos audiences, autant peut-être d'ailleurs adoré que haï aussi pour vos idées. J'ai quand même eu le sentiment que vous aviez presque saturé l'espace médiatique au début de la campagne. Et donc, quelque part, votre début de campagne si réussi, vous le deviez aussi en partie aux médias qui vous ont bien suivi. Je n'en disconviens nullement. Je dis simplement que, d'abord, je ne suis pas un produit des médias, comme on dit toujours un peu vite. Je suis un produit de mes livres, de mes idées, et c'est justement parce que elles étaient en rupture avec l'univers médiatique que beaucoup de gens me regardaient. D'ailleurs, j'ai été viré régulièrement de tous les médias où je faisais un passage plus ou moins long. Il y a peut-être une raison. Maintenant, oui, vous avez raison, le début de campagne a été très suivi médiatiquement. D'abord parce que j'étais le petit nouveau, dans un duel assez archi-convenu, et que je mettais un peu de fraîcheur dans cette campagne. Je faisais aussi de très bonnes audiences, je le raconte dans le livre. Donc, c'était intéressé. Ensuite, il y a eu un basculement, et les médias, quand je suis apparu... Qu'est-ce que vous leur reprochez par la suite aux médias ? Vous verrez, j'ai tout un chapitre dans le livre, je ne vais pas développer ici. Les gens que ça intéresse le liront, je pense, avec utilité, je crois. Parce que je décortique tous les mécanismes qui font que vous pouvez combattre et battre un candidat à la présidentielle. Vous savez, il faut arrêter de croire que les médias sont le quatrième pouvoir. Ils sont le premier pouvoir. Ils déterminent non seulement les candidats, ils sélectionnent non seulement les candidats, mais, et je l'ai découvert, ils veulent aussi sélectionner le thème de la campagne. Et moi, le thème que j'avais réussi à imposer à leur grande dame pendant les premiers mois, et avec, vous avez raison, leur complicité passive, était le grand remplacement. Et ça, c'était inadmissible. Et donc, ils ont tout fait pour privilégier d'autres candidats qui parlaient plus volontiers de social et de pouvoir d'achat, pour pouvoir dire, vous voyez,
les Français se moquent complètement de l'immigration, de l'identité. L'important, c'est, comme d'habitude, le social, le pouvoir d'achat. Thème de gauche par excellence, car thème matérialiste. Bon, c'est pas ici, chez les éveilleurs, que j'ai besoin de m'appesantir sur cela. Il n'est pas innocent, il n'est pas anodin de faire campagne autour de problèmes matériels, même s'ils sont évidemment très importants, plutôt que autour de ce qu'on a appelé jadis l'âme de la France. On n'a jamais parlé autant de grands remplacements pendant cette campagne, et donc si vous avez de fait perdu la bataille électorale, est-ce que finalement vous n'avez pas gagné la bataille des idées? En tout cas, j'ai réussi pendant des mois à imposer mon thème. C'est pour ça, je vous dis, que j'ai suscité l'ire à la fois des médias et des autres candidats, qui ne voulaient surtout pas en parler, tous compris. Vous avez réussi à faire dire à Valérie Pécresse le mot grand remplacement. Oui. Enfin, vu qu'elle a dit le contraire le lendemain, mais enfin, c'est Pécresse, quoi. Maintenant, je pense que non, nous n'avons pas gagné la bataille des idées. Il faut arrêter de croire cela. Nous sommes face à un rouleau compresseur phénoménal, inédit dans l'histoire, d'endoctrinement, de propagande, qui touche absolument tous les secteurs, qui part de l'école jusqu'à la publicité, en passant par la télévision, les médias, les réseaux sociaux, la radio, le cinéma. Tout cela va dans le même sens et pousse dans le même endoctrinement tous les gens j'allais dire de 7 à 77 ans, je devrais dire de 3 à 85 ans. Oui, donc c'est très difficile de gagner la bataille des idées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une nouvelle arme dans ma gibecière, c'est-à-dire un parti politique. En fait, je m'aperçois d'une chose, c'est que... on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Allez-y, pardon. J'ai cru changer de vie et en fait, je fais toujours la même chose. Mais simplement, j'ai changé de moyens. Je me bats toujours pour les mêmes idées, je me bats toujours pour essayer d'arracher la France à son destin tragique de disparition, de libanisation. Et simplement, j'ai utilisé d'abord le journal, puis la radio, puis les livres, puis la télévision. Et désormais, j'utilise un parti politique. Bon, après on passera plutôt à l'actualité française, mais j'ai quand même deux questions sur votre personnalité. Au risque de passer pour le Judas de Versailles, pourquoi êtes-vous si méchant, Éric Zemmour ? C'était intéressant. Pourquoi je règle son compte à Ménard ? C'est pas parce que c'est Ménard et parce que je suis méchant. C'est parce que je voulais montrer comment politiquement, idéologiquement, on utilise une psychologisation du débat politique pour délégitimer des idées. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à délégitimer mes idées, donc on a délégitimé ma personne. Et donc on a inventé, il est méchant, il n'aime pas les Français, il est cruel, il est brutal. Oui, c'est pas nouveau, Jean-Marie Le Pen a été... Mais je dis dans le livre, le Dalai Lama ou le pape dirait ce que j'ai dit, il serait immédiatement diabolisé. Immédiatement. Le président de Tunisie a vécu ça en 24 heures dans la presse mondiale. Il avait tout. Il était président d'un petit pays, du Maghreb, musulman, du Sud. Voilà. Et en 24 heures, tout le monde lui est tombé dessus. Voilà, c'est le discours qui compte. Mais on fait croire que c'est la personne. Voilà. Donc ça vous a beaucoup desservi. Ça m'a beaucoup desservi, bien sûr. Bien sûr, parce que les gens croient. C'est ce que je vous dis. On a une puissance de feu médiatique inédite dans l'histoire. Et les gens, évidemment, ils n'ont pas que ça. Vous voyez, ils ont leur vie, ils ont leurs soucis, ils ont leurs craintes, ils ont leurs légitimes problèmes. Voilà. Donc, ils se laissent endoctriner parce que la puissance de feu est terrible.
Et donc après, on dit, ouais, Zemmour, il est brutal, Zemmour, il est méchant, il est cruel, il est ceci, il est cela. Il y a eu aussi quelques critiques sur parfois un comportement qui a pu être un peu léger. Je me pose la question si le général de Gaulle avait-il déjà fait un doigt d'honneur? Non mais, vous avez... Non mais, il a raison. Il a raison, d'ailleurs je fais un chapitre dans le livre qui s'appelle Mea culpa, où j'explique qu'effectivement il y a certains gestes que je regrette, dont le doigt d'honneur. J'essaye simplement d'expliquer pourquoi, non pas pour être justifié, mais pour être compris, que ça ne me vient pas comme ça, je ne fais pas des doigts d'honneur tous les jours. Maintenant, j'espère. Maintenant, c'est le mot léger que je contesterai. Vous voyez, je ne conteste pas les erreurs, je contesterai léger. On m'a reproché surtout le contraire, de tenir un discours apocalyptique, etc. Donc non, si je me suis engagé dans cette campagne, c'est justement parce que je n'étais pas léger et que j'étais inquiet, et même plus qu'inquiet, angoissé par le destin de la France et par le destin de nos enfants et voilà, et de nos successeurs. Donc c'était pas léger, mais bon, alors, justement, parfois c'était pas vraiment élégant. Bon, il y en a à qui ça a beaucoup plu, hein. Mais alors, ça touche aussi votre personnalité, c'est que on a bien remarqué que vous aviez une parole, vous étiez obsédé par la vérité, et surtout vous n'hésitiez pas à dire dans le débat public ce que vous pensez. À mon avis, mais votre chute dans les sondages, enfin, c'est vous qui l'avez d'ailleurs analysé, commence avec la guerre en Ukraine. Et moi, j'ai presque le sentiment que c'est pas vraiment le fait qu'on vous ait accusé d'être pro-poutiniste, c'est plutôt le fait que vous ayez dit qu'on ne pouvait pas accueillir les réfugiés ukrainiens. Or, vous qui êtes un homme de médias, comment n'aviez-vous pas pu voir avant que les images qui allaient tourner sur toutes les télévisions des réfugiés fuyant, les bombes, la guerre, les enfants, que ça allait avoir un impact majeur sur les esprits? Comment n'avez-vous pas vu ça auparavant? Parce que j'ai péché par souci pédagogique. C'est-à-dire que j'ai voulu, et j'ai eu tort, j'ai voulu expliquer aux gens que si jamais ils accueillaient les Ukrainiens, comme moi ce fut mon premier réflexe, ils étaient européens, chrétiens, blancs, vous voyez, ils étaient proches de nous. Donc ça ne me dérangeait pas de les accueillir. En plus, c'était des femmes et des enfants. Vous voyez, c'était pas des hommes armés, etc. Bon. On allait leur dire, et d'ailleurs je ne me suis pas trompé sur ce plan, on allait leur dire, pourquoi vous accueillez les Ukrainiens? C'est parce qu'ils sont blancs, et les autres, vous accueillez pas les Syriens, c'est parce qu'ils sont musulmans, les Maliens ou les je sais pas quoi, les Rwandais parce qu'ils sont pas blancs. Et j'ai voulu mettre en garde les Français contre ça. J'ai eu tort, parce que je n'ai absolument pas été ni entendu ni compris. Et j'aurais mieux fait d'écouter ma première réaction. Mais je vous dis, j'ai péché par souci de rationalité. C'est un de mes péchés les plus importants dans une campagne présidentielle où tout le monde joue uniquement sur le registre de l'émotion. Il y en a des spécialistes, que je ne citerai pas, qui jouent exclusivement sur l'émotion. Et sur la Moi, j'ai appris, vous savez, la phrase de Napoléon, le cœur d'un homme d'État est dans sa tête. J'ai appris que, justement, la politique, ça voulait dire essayer de mettre à distance ses sentiments pour voir l'intérêt du pays avant tout. Et aujourd'hui, à l'ère de la politique spectacle, de l'émotion qui doit régenter tout, j'ai eu tort. Deux questions plus légères pour finir. Qu'avez-vous été faire dans cette galère? Et surtout, qu'avez-vous fait de vos lunettes? Elles sont dans mon cartable. Mes lunettes, vous savez, je les mets, je suis myope, donc je les mets quand je vois mal de loin. Voilà. Là, je vous vois bien encore. Maintenant, qu'allez-vous faire dans cette galère? Oui, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. Beaucoup de gens qui m'aimaient sincèrement. Écoutez, je vais vous dire, j'ai raconté cette anecdote. J'ai l'histoire de Bainville, vous la connaissez maintenant. C'est un historien, un journaliste que j'admire beaucoup depuis toujours. Et je découvre quelques mois avant la présidentielle, dans une biographie qui lui est consacrée,
que quelques mois avant sa mort, il s'épanche auprès de son fils et lui dit « J'ai eu tort, j'aurais pas dû rester dans le seul habit de commentateur, d'analyste, d'historien, d'intellectuel. J'aurais dû agir directement et pour avoir prise sur l'histoire et sur la réalité. » Et je me suis dit, si lui l'a pensé, alors qu'il avait connu la Première Guerre mondiale, qui voyait venir la Seconde, je ne peux pas ignorer cet avertissement. Moi qui vois peut-être encore plus grave, c'est-à-dire la disparition de la France telle que nous la connaissons et le fait pour le peuple français de devenir minoritaire sur son propre sol. Devant un tel enjeu, je me suis dit que je ne pouvais pas renoncer au combat. Mais merci de m'avoir applaudi. Mais c'est vrai que j'ai fait des sacrifices importants et que, oui, en termes de qualité de vie, de confort, vous voyez... vous vous êtes offert à la France. Oui, non, je me suis... Mais vous savez... j'ai toujours été comme ça, j'aime ce pays et j'aime la France d'amour et j'aime tout en France et j'aime aussi les Français, contrairement au mythe qui est répandu par Ménard et les autres. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'y aille. Il y avait, je crois que la devise de l'aristocratie française, c'était « fais ce que doit ». Je crois qu'il y a Michel ici, Michel de Gégère, qui me dira si j'ai dit une bêtise ou pas. Alors, pour balayer rapidement l'actualité, puisque nous sommes tenus par le temps, mais je voulais quand même un peu vous interroger, parce qu'il se passe des choses évidemment en ce moment inquiétantes, et qui quelque part d'ailleurs pourraient presque aller finalement à l'encontre de ce que vous aviez théorisé, ou en tout cas les mises en garde que vous avez faites pendant votre campagne. Je crois qu'on peut dire que la France vit actuellement la période la plus dangereuse de son histoire, et pourtant, elle ne s'est soulevée que pour une seule raison, c'est éviter de travailler 2 ans de plus. Alors sommes-nous devenus un peuple de feignants dépressifs ? D'abord, nous avons été, il faut dire, un grand peuple travailleur et joyeux. C'est vrai, il faut le rappeler. Joyeux, Taine raconte dans Les origines de la France contemporaine que les Français chantaient tout le temps au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. C'était un peuple connu pour sa joie de vivre. Et le travail bien fait. Vous savez, j'ai lu, il y a quelques années maintenant, un livre du grand sociologue Philippe d'Iribarne qui s'appelait, je crois, La question de l'honneur, il y avait le mot honneur, et qui expliquait que chaque peuple avait un rapport différent au travail, ce qui impliquait des relations sociales, comme on dit, un dialogue social, comme on dit, différents selon les pays. Et en gros, je vous la fais courte, les Allemands avaient le culte du groupe, les Anglais du contrat, et nous, Français, de l'honneur. Parce que nous avions hérité de l'aristocratie, et tout le monde a imité l'aristocratie en France, comme l'a très bien expliqué Norbert Elias. Et je pense que il y a un problème, il y a un rapport au travail qui a considérablement changé. Et les Français ne s'y retrouvent pas. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question, au-delà de la question de l'assistanat, qui est une question majeure. Je ne vais pas tourner autour du pot, qui ne concerne pas que les étrangers. Il y a une question d'assistanat en France qui est excessive depuis 30 ans. N'oublions pas cette question, mais mettons-la de côté. Mais il y a aussi un rapport au travail. Je pense que nous avons adopté des méthodes managériales anglo-saxonnes qui ne nous conviennent pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de métiers qui ne donnent pas naturellement un sens. Et là où les anglo-saxons s'en moquent davantage parce que, eux, ce qui compte, c'est le contrat, comme je l'ai dit, nous, Français, nous avons besoin de quelque chose d'autre, d'un supplément d'âme, de ce que d'Iribarne appelle l'honneur. Et je pense que nous devons vraiment nous poser la question pour voir comment nous pouvons reconsidérer la question du travail. Bon, maintenant,
il y a aussi la question d'Emmanuel Macron, il y a aussi la question de comment cette réforme a été présentée, comme une réforme exclusivement comptable, alors que moi, qui étais pour le relèvement de l'âge, je voulais une réforme beaucoup plus globale, avec une politique de la famille, de la natalité, avec une politique de réindustrialisation, avec une politique de capitalisation éventuelle, vous voyez, de lutte contre la fraude sociale. Voilà. Bon, en tout cas, je vois Laurence, elle sait, elle, pour avoir étudié notre programme, qu'on avait prévu quelque chose de plus global et qu'en plus, on faisait un effort sur les économies budgétaires, en réduisant non seulement, en supprimant les allocations diverses aux étrangers, mais aussi en faisant un gros effort sur l'État, sur la bureaucratie, sur les normes. Donc on ne faisait pas qu'économiser les 17 milliards sur les 2 ans d'âge de travail en plus, on avait d'autres économies, alors que Emmanuel Macron, depuis quelques mois, il a rendu fou tout le monde, quoi. On le voit en Afrique, il dépense des milliards, on voit en Ukraine, il dépense des milliards. Enfin, vous voyez, il y a un comportement général aussi. Pendant le Covid. Pendant le Covid, alors là. Ça a été... Mais le Covid, il y a 2 choses. C'est que le Covid, tous les pays d'Europe ont effectivement financé le chômage obligatoire qu'ils imposaient aux populations. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression, à voir les chiffres, que les Français ont dépensé plus que leurs voisins. Bon, mais en tout cas, vous nous alertez depuis des années sur le risque que les banlieues s'embrasent, qu'elles fassent sombrer la France dans la violence. Aujourd'hui, c'est ce que certains appellent les Français de souche, c'est un peu eux qui sont actuellement en train d'installer le chaos en France. En tout cas, les jeunes d'extrême gauche. Oui, mais ça, vous avez raison, ce ne sont pas des banlieusards. Ça, vous avez tout à fait raison. Ce sont des gens d'extrême gauche qui s'appellent les Antifa, les Black Blocs. Ce sont en général des fils de la si j'ai bien compris, de la petite bourgeoisie, ou voire de la grande bourgeoisie. Mais c'est la tradition révolutionnaire française. Je ne dis pas que tout vient de l'immigration et des banlieues. Je dis qu'il y a aujourd'hui, avec l'immigration, une violence qu'on appelle délinquance, qui est démesurée. C'est-à-dire, tous les statistiques le prouvent. Il y a quand même 300 attaques au couteau par jour en France. Ça n'a pas été effacé, ça. Il y a une reprise des crimes de sang qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans. Il y a des viols, des violences, des meurtres, des agressions. Bon, ça c'est globalement plutôt l'immigration. Et puis, vous avez raison, il y a une violence proprement politique, qui est l'héritage de la tradition révolutionnaire française, des sans-culottes, des journées révolutionnaires, de ce culte de la violence comme moyen de basculement révolutionnaire, qui est proprement française, et qui n'est pas morte, qui continue, et qui est même exaltée par M. Mélenchon et par la France insoumise. Oui, actuellement, elle a pris des proportions énormes. C'est pas le signe d'une désespérance sociale aussi ? Je ne crois pas. Je pense que ceux qui sont désespérés socialement sont désespérés, manifestent éventuellement, sont furieux, mais ce ne sont pas les casseurs et ce ne sont pas ceux qui attaquent les policiers. Je ne crois pas du tout, ça n'a pas de rapport. Il y a une volonté de détruire le régime républicain, les institutions, la France même, voire le capitalisme. On a le sentiment d'une impuissance totale de l'État face à des individus. Mais mon pauvre, l'État est impuissant depuis 30 ans, 40 ans. Il ne maîtrise plus rien depuis des décennies. Écoutez, on le sait. C'est pas d'aujourd'hui. Tous les groupuscules d'extrême droite ont été dissous depuis 5 ans par Gérald Darmanin. Mais ça, vous touchez du doigt, j'ai dit ça d'ailleurs hier sur BFM, que n'aurait-on dit et que aurait dit le système médiatique si cette violence avait été le fait de ceux qu'on appelle les groupuscules d'extrême droite. Imaginons, je rappelle que Génération Identitaire a été dissoute uniquement parce qu'ils ont mis une banderole à une frontière. Je vous laisse imaginer la suite. Donc évidemment qu'il y a une complaisance
médiatique, idéologique, qui dure depuis 2 siècles, pour la violence de gauche. Parce que la violence de gauche est censée, selon le mot célèbre de Marx, accoucher de l'histoire. Alors que la violence de droite est forcément fasciste, réactionnaire et dans le mauvais sens de l'histoire. C'est notre imaginaire révolutionnaire. C'est notre boulet, vous savez. C'est pas à Versailles que je vais vous l'apprendre. Hein. Non, mais enfin, en tout cas, nous ici, on essaie de combattre par les idées, ce qui est mais comme moi. Plus constructif, exactement. Et moi, vous savez, j'en souffre. Hein. Moi, mes militants sont caillassés, sont tabassés, sont mis en sang parfois. Il faut le dire aux gens par cette racaille Antifa et Black Blocs. Moi-même, ils veulent m'interdire d'aller où je veux pour signer mon livre. J'ai gagné, heureusement, un procès pour aller à Villeurbanne. J'ai dû signer... Merci. Mais pas tous les jours. Mais vous n'avez jamais peur? Non, j'ai pas. Non, vous savez, j'ai peur comme tout le monde. Simplement, je me dis que si moi je montre ma peur, c'est plus grave pour les gens qui ne peuvent pas, n'ont pas les mêmes moyens médiatiques, vous voyez, politiques, de me défendre, voire juridique. Donc moi, j'ai le devoir de ne pas la montrer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas peur. Autre signe de désespérance, le nombre de ligatures de trompe et de vasectomies a été multiplié par 10 de 2010 à 2021 selon une publication récente de la Science Maladie. Il y avait un article dans le Figaro là-dessus. Comment expliquez-vous cet autre suicide français qui se trouve dans le refus de plus en plus de gens d'avoir des enfants? Vous avez raison. Il y a une espèce de désespoir français, peut-être de volonté de mourir collectivement. Je m'interroge, moi aussi. Et qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Comment? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? On dit qu'il faut se battre. La vie est difficile. La vie est combat. La vie est lutte permanente. C'est comme ça. Mais vous savez, encore une fois, je crois que nous subissons, je l'ai dit tout à l'heure, avec par exemple l'écologie. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça qui sont terrorisés par la fin de la planète, de la Terre, et qui sont tellement bombardés d'informations à ce sujet qu'ils ne voient plus que ça et qu'ils se disent que avoir des enfants est une catastrophe pour la planète. Il faut leur dire que ce n'est pas le cas. Maintenant, c'est vrai que nous sommes dans un monde à 8 milliards, 9 milliards d'habitants et que ça devient déjà un monde qui n'est plus vivable par rapport au monde que moi j'ai connu dans mon enfance à 3 milliards d'habitants. C'est Claude Lévi-Strauss qui disait ça. Donc, si vous voulez, il faut simplement leur dire que l'important, c'est que notre peuple va disparaître. C'est pas la planète. La planète, il y aura toujours plus d'habitants. Mais simplement, notre peuple et notre pays vont être remplacés si nous ne faisons plus d'enfants. Oui, au-delà du bonheur d'avoir un enfant et de le voir grandir et de lui transmettre quelque chose. Vous voyez, il y a le bonheur individuel et la vision collective. Non, mais on peut aussi leur répondre que les enfants, c'est ce qui apporte la joie, c'est ce qui construit l'avenir, il y a une insouciance avec les enfants dont les hommes ont besoin pour continuer à avancer. Bien sûr. Moi, je suis frappé à Paris, on voit de moins en moins d'enfants dans certains arrondissements, et c'est triste. C'est vrai, vous avez raison. Je crois qu'il faudrait vraiment le clamer. Autre question... Autre question, Éric Zemmour, on vous a peu entendu là-dessus pendant la campagne présidentielle et pourtant ça a été quand même un sujet majeur. Tout ce qui a été fait autour de l'obligation vaccinale, le pass vaccinal, et notamment, ça revient sur le devant de l'actualité puisque le ministre de la Santé vient d'annoncer que les soignants, désormais, l'obligation vaccinale des soignants était levée et que les soignants suspendus seraient réintégrés. Pardonnez-moi, j'ai proposé cela en décembre 2021, en pleine campagne présidentielle. Je me souviens, c'était après un voyage en Corse où j'avais justement parlé
avec ces soignants qui avaient été exclus de l'hôpital et j'avais dit qu'il fallait les réintégrer. Donc vous voyez, j'ai quand même dit des choses. Simplement, je ne suis pas... Merci. Je n'ai pas voulu, oui, rentrer dans cette polémique entre les anti-vax et les pro-vax qui me paraissait excessive de part et d'autre. On s'insultait de part et d'autre et je n'ai pas voulu rentrer dans cette polémique. D'abord parce que je ne voulais pas dévier de mon thème majeur, parce que tout ça, vous comprenez, c'est le moyen à chaque fois de nous détourner de la campagne présidentielle. C'est ce qui a fini par marcher avec l'Ukraine. Je rappelle quand même qu'il y a déjà eu une guerre sur le sol européen pendant une campagne présidentielle en 1995, mais qu'à l'époque, les médias ont choisi de continuer de parler de la guerre entre Balladur et Chirac. C'est pas innocent comme choix médiatique. Donc je ne voulais pas tomber dans ce panneau-là. Et deuxièmement, je vous répète, je ne voulais pas avoir à choisir entre des positions qui me paraissaient excessives de part et d'autre. Et j'essayais de tenir une ligne de crête qui était la plus sensée selon moi. Sur la nécessaire vaccination pour les uns, en sachant les limites de cette vaccination et essayer de limiter au maximum les contraintes sur les libertés individuelles qui, je trouve, ont été bien abîmées pendant toute cette période. Oui, mais aujourd'hui, au-delà de l'aspect même des libertés qui ont été contraintes, vous avez des milliers de gens dont les vies ont été brisées, qui n'ont plus eu leur salaire. Enfin, je repense aux soignants. C'est vrai, qui réparera aujourd'hui le préjudice? Enfin, vous voyez, ça c'était un sujet quand même bien sûr, mais en même temps, on ne peut pas dire il y a 10 minutes qu'on a dépensé trop d'argent et après venir se plaindre qu'il y a des gens qui c'était leur salaire. Être un peu cohérents de temps en temps. La France s'apprête à légaliser l'aide active à mourir. Pourquoi finalement ne pas plutôt parler du permis de tuer les plus vulnérables d'entre nous? Que pensez-vous de cette... C'est un sujet, j'en ai beaucoup parlé avec Laurence Trochu, pardon. Je pense que c'est vraiment un sujet délicat. C'est un sujet sur lequel je m'interdis toute position péremptoire. J'ai connu ça personnellement. Ma mère, qui était diabétique, est tombée dans un coma très long. Ça a duré 6 ans. Petit à petit, je l'ai vu se dégrader, ne plus pouvoir marcher, ne plus pouvoir parler. Donc j'allais la voir régulièrement, plusieurs fois par semaine. Et je voyais bien qu'elle se dégradait petit à petit. Et j'avais des discussions avec mon père sur que faire, etc. Donc c'est un sujet vraiment qui m'est difficile. Donc c'est pour ça que vous verrez, j'interviens assez peu là-dessus. Je pense qu'il faut essayer de tenir sur une ligne de crête entre la loi Leonetti, qui me paraît globalement une bonne loi, qu'il faut sans doute affiner, mais qui me paraît globalement intelligente, pour ne pas tomber dans l'acharnement thérapeutique, et en même temps, de l'autre côté, ne pas basculer, comme vous l'avez dit, dans la liberté de tuer les plus fragiles, les plus malades, et à la manière belge. Et entre les deux, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette question, mais je me renseigne, je lis, et je pense qu'on peut trouver une voie médiane, en dehors des idéologies, des fanatismes, des facilités aussi. L'expression, vous savez, mourir dans la dignité m'a toujours exaspéré, comme si il y avait des manières de mourir dans l'indignité. C'est moi qui me bats sur la sémantique et sur la lutte des mots. Je suis très sensible à ces mots qui ne sont pas innocents. Donc voilà, mais je veux vraiment avancer à pas mesurer sur cette question. En Allemagne, les personnes dites transgenres, intersexuées et non-binaires vont pouvoir désormais changer de genre à l'état civil juste par une autodéclaration. C'est à venir dans les semaines qui arrivent. Comment combattre cette folie qui est en train de détruire les sociétés occidentales ? D'abord en protégeant avant tout les enfants et les jeunes.
j'ai beaucoup choqué, là aussi on m'a traité de brutal, quand j'ai critiqué au début de la campagne présidentielle, je ne sais pas si vous vous souvenez, la circulaire de M. Blanquer favorisant ce genre de choses à l'école. Je n'ai toujours pas compris pourquoi M. Blanquer avait pondu une semblable circulaire. J'avoue que ça me laisse pantois. J'ai été très violent sur le moment parce que j'imaginais mes propres enfants touchés par ce genre de propagande. Parce que c'est de la propagande. L'enfance et l'adolescence sont évidemment des âges où on se pose des questions. On est tous passés par là. Et la découverte de sa sexualité, de celle de l'autre, sont des chocs incroyables à hauteur d'enfants et à hauteur d'adolescents. Donc évidemment, je pense qu'il faut d'abord protéger nos enfants de cela. Il faut arrêter de leur mettre des idées complètement saugrenues dans la tête et que nos enfants reviennent en disant « Est-ce que je suis une fille? Est-ce que je suis un garçon ?» Mais moi, j'ai envie qu'ils me disent est-ce que j'ai bien joué au foot aujourd'hui ou est-ce que j'ai bien appris ma fable de La Fontaine? Je les envoie à l'école pour ça. Mais je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de m'applaudir et c'est pour ça que j'ai créé Parents Vigilants. C'est pour me battre contre ça. Mais franchement, entre nous, en arriver à se battre pour ça, mais on est tombé vraiment bien bas, quoi. C'est complètement dingue. C'est fou. Alors, justement, on va bientôt terminer, puisque je sais que vous avez une longue séance dédicace qui vous attend. Vous avez mis en place un certain nombre d'actions, notamment via votre parti Reconquête, puisque vous n'avez pas de députés, peu d'élus. Donc voilà, dites-nous un peu aujourd'hui comment vous agissez, comment Reconquête agit. De toute façon, même si j'avais eu des députés, parce qu'à partir du moment où on n'est pas majoritaire, vous savez, les députés, ça ne sert pas à grand-chose. Ça permet bah oui, je suis désolé de le rappeler, mais... donc, je pense qu'aujourd'hui, et je l'explique longuement dans le livre, nous devons prendre exemple sur la gauche qui sait très bien endoctriner les gens et défendre et promouvoir leurs idées dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans l'espace intellectuel. Nous devons absolument mener ce combat que la droite ne mène jamais. Même les gaullistes n'ont pas mené ce combat. Même les gaullistes ont laissé l'éducation nationale à la gauche. Même les gaullistes ont laissé l'université à la gauche. Et ils l'ont payé très cher. Donc je pense qu'il nous faut absolument mener ce combat. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon discours de rentrée en septembre dernier ou à l'université d'été de Reconquête, j'ai défini le triptyque idée, action, élection. Élection, tous les partis en font, mais si on limite la politique aux élections, ça la confine à la lutte des places. Moi, je veux me battre sur les idées et sur les actions. Et les idées, j'ai toujours fait cela quand j'étais écrivain, intellectuel, journaliste. Je pense aujourd'hui que je le fais avec un parti. Et je vais continuer à mener le combat intellectuel, le combat idéologique, le combat sémantique. Je suis très sensible à cela. Je pense que, vous savez, je cite toujours la phrase de Lénine qui est pour moi la base du combat politique. Faites-leur manger les mots, vous leur ferez avaler la chose. La gauche fait ça depuis 50 ans. Et vous voyez, ils nous font avaler. Vous voyez la discussion de 3 minutes qu'on a eue sur les enfants transgenres. Mais il y a 10 ans, on aurait rigolé. On aurait dit, ouais, d'accord, vas-y. Raconte-nous n'importe quoi, tu vas nous dire ce qui va se passer. Pour tous les sujets, c'est ainsi. Ils nous font manger les mots et ils nous font avaler la chose. Nous devons absolument les combattre mot pour mot, idée pour idée. C'est indispensable. Et d'ailleurs, je le fais. Je le fais avec Reconquête. Ça me donne un surcroît de puissance. On le voit tous les jours. Je vous donne 2-3 exemples très rapides. À Calais, on a empêché une prof dans un lycée qui voulait emmener ses étudiants, ses lycéens, aller voir des migrants pour leur faire la propagande anti-frontières, etc. À Calac,
On a empêché l'installation d'un centre pour migrants. Récemment, on a même fait reculer Netflix qui voulait passer un dessin animé sur un petit âne non binaire, pardon. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais ce sont des combats essentiels pour la vie des gens. Je pense que c'est très utile. Voilà. Donc on va continuer à se battre comme ça. Je crois que vous agissez à l'école d'ailleurs. Comment ? Vous agissez concrètement à l'école. Vous avez créé une association. Je vous ai dit, Parents Vigilants. Nous sommes à 45 000 membres. Oui. Et régulièrement, nous avons... Ça, il faut en parler gens, parce que... Mais absolument, vous avez raison, que les gens s'inscrivent parce que nous avons besoin de tous vos témoignages. Il se passe tous les jours dans les écoles des choses absolument scandaleuses. Vous avez vu qu'on a fait reculer aussi un lycée catholique qui faisait des lectures par des trans devant des enfants. Je veux dire, nous devons... Donc on peut agir. Mais oui, on peut agir. Ils ont reculé d'ailleurs. Alors, puisqu'il faut terminer, dernière question, cher Éric. Quel avenir pour cette France minée de l'intérieur par un peuple fatigué, une immigration incontrôlée, un déclassement économique sans précédent? Y a-t-il encore de l'espoir? Il y a l'espoir. Vous savez, moi, on m'a reproché, j'ai un sourire jaune, je ris jaune quand j'entends les gens qui me disent « Ah oui, vous êtes optimiste ». Maintenant, on me fait des procès, moi, en optimisme. Moi, qu'on a traité de pessimiste pendant des années. Je permets de rigoler. J'aurais tout eu. Je veux dire que c'est pas parce que notre intelligence, notre analyse sont pessimistes que nous ne devons pas nous battre. Voilà, ça peut paraître contradictoire, je pense que ça ne l'est pas. C'est parce qu'on a fait l'analyse lucide et que donc forcément, quand on est lucide, on voit l'inéluctable arriver. Vous savez, je lisais un texte il n'y a pas longtemps de Raymond Aron, il disait un truc très juste. Il disait « Ce qui est liberté de choix pour une génération devient destin implacable pour la suivante ». C'est exactement ce qui nous arrive. Voilà, nous avons fait des choix dans les années 70, des choix tragiques, des choix inconséquents, et ça devient le destin implacable pour nos enfants. Donc c'est à nous, c'est pour ça que je me suis engagé, c'est à nous d'essayer de les arracher à ce destin implacable dans lequel nous les avons jetés. Donc c'est pour ça qu'on peut faire une analyse pessimiste et après se battre, car se battre permet de garder l'espoir en disant « nous pouvons quand même y arriver ». Un grand merci à vous, Éric Zemmour, d'être merci beaucoup. Pour la 6e fois. Merci à vous. Merci d'être venu pour la 6e fois passer sur le grill exigeant mais bienveillant des éveilleurs. Peu aujourd'hui ont votre puissance intellectuelle, votre lucidité et surtout votre courage. Comme nous l'avait un jour glissé Philippe de Villiers, mon ami Zemmour, il n'est pas parfait, mais j'irai le chercher jusque dans les barbelés. Ici à Versailles, il faudrait nous arracher le cœur, comme dirait l'autre, pour que nous n'en fassions pas autant. Et surtout, que nous nous arrêtions d'aimer notre si belle France.